Dans cet article écrit en 2012 par Vitalik Buterin, célèbre créateur d'Ethereum, il nous donne différentes solutions pour stocker nos bitcoins de façon sécurisée. D'une manière qui peut paraître assez drôle aujourd'hui, il présente comme première solution ce qu'il appelle des portefeuilles en ligne, c'est-à-dire des sites comme Coinbase qui sont décrits comme des portefeuilles avec une plateforme d'échange intégrée. Cela dit, ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des deux autres solutions qui sont présentées et des alternatives qu'il y a aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir ici, les solutions suivantes sont celles des portefeuilles logiciels sur PC et des portefeuilles logiciels sur mobile. L'un des portefeuilles logiciels PC les plus répandus à l'époque est présenté comme étant le plus sophistiqué et le mieux sécurisé. Ce qui était certainement correct lorsqu'il a écrit ce texte, mais seulement parce que les portefeuilles matériels n'existaient pas encore. Et aujourd'hui, les choses sont très différentes. La DeFi est apparue et s'est répandue, de même que les applications mobiles. Il existe des dizaines de portefeuilles crypto sur Android et iOS et l'omniprésence des codes QR facilite le paiement avec dans le monde réel. Enfin, la multiplication des cartes de paiement crypto permet même de facilement dépenser vos bitcoins chez des commerçants qui n'ont pas prévu de les accepter. Mais même si tout ça est très pratique, est-ce que ça veut dire pour autant que c'est une bonne idée de mettre toutes vos économies dans un coffre virtuel protégé exclusivement par votre téléphone ou votre ordinateur ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo réalisée en collaboration avec Ledger, qui est destinée à faire le point sur la sécurité de vos clés privées. Avant de vraiment commencer, je voudrais par contre parler d'une notion qui peut paraître évidente, mais qu'il est bon de rappeler au cas où. La base de la gestion des risques, c'est que tout le monde n'est pas exposé aux mêmes risques. La modélisation des menaces auxquelles on devra faire face, ainsi que les mesures à prendre en conséquence, dépendront des circonstances de chacun. Si vous avez 50 € sur votre portefeuille crypto, que la perte d'une somme aussi réduite ne vous affectera pas le moins du monde, alors vous n'avez pas forcément envie de prendre la moindre précaution. La sécurité basique qui est offerte par tous les téléphones pourrait tout à fait vous suffire, ce serait justifié. C'est une chose qu'il faudra garder en tête au cours de la vidéo. Mon but n'est pas de vous faire changer d'appareil à tout prix, mais de vous apporter les informations nécessaires pour comprendre quel type d'appareil vous convient le mieux. Maintenant que c'est dit, parlons un peu de ces téléphones. Aujourd'hui, après 20 ans d'évolution du concept des smartphones, après 20 ans de raffinement progressif des interfaces qui donnent désormais une impression de perfection au grand public, beaucoup ne se rendent plus compte que ces appareils ne sont pas moins vulnérables au virus que leurs prédécesseurs enracinés à des bureaux. Les magasins d'applications filtrés et aseptisés ont pu empêcher beaucoup de gens d'accidentellement télécharger un virus. Et les publicités staliniennes d'Apple ne les ont pas aidés à se rendre compte de la réalité, même si, au bout d'un moment, le mensonge de l'immunité au virus a dû disparaître de leurs pubs. En tout cas, dès qu'on commence à utiliser de la crypto sur ces appareils, il devient exponentiellement plus important de savoir à quoi on a affaire exactement. Parce que quand un pirate s'empare de votre téléphone et envoie vos bitcoins vers une autre adresse, vous ne pouvez pas appeler le support technique Bitcoin et leur demander d'inverser la transaction comme vous le feriez avec votre banque. Malheureusement, cette possibilité n'est pas si improbable qu'elle en a l'air. Premièrement, parce que peu importe le modèle, peu importe le système d'exploitation, les erreurs de programmation finissent toujours par surgir un jour ou l'autre. Et lorsqu'elles surviennent, elles causent parfois l'apparition de failles critiques. Et deuxièmement, parce qu'à des fins d'espionnage, certains gouvernements ordonnent aux fabricants sur leur sol d'ajouter des failles. Les Chinois et les Américains le font tous les deux et ils s'en accusent mutuellement. Évidemment, ils ne font pas ça pour attaquer n'importe qui. L'objectif derrière est presque toujours de toucher des gens importants. Mais les failles permettent de toucher n'importe qui en théorie. Peu importe si elles sont destinées à l'usage des « gentils » entre guillemets ou pas. Au final, quand on additionne les failles accidentelles et les failles intentionnelles, on se retrouve avec des systèmes qui sont très loin d'être aussi sécurisés qu'il le semble. Ce qui finit par poser problème le jour où un pirate trouve ces vulnérabilités et les exploite. C'est précisément ce qui est arrivé récemment avec les failles Coruna et Darksword qui touchent les iPhones et qui sont extrêmement efficaces. Pour en être victime, il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone jailbreaké ou même d'avoir installé la moindre application. Tout ce que vous avez à faire, c'est de visiter le mauvais site web. Pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit, de télécharger le moindre PDF vérolé, votre téléphone est instantanément piraté. Une fois que c'est le cas, leurs virus peuvent vider vos portefeuilles crypto, détecter des phrases de récupération stockées dans votre bloc-notes ou même sur vos photos, récupérer vos photos et vos mails, etc. L'exploitation de ce type de faille atteint parfois une échelle industrielle et elle peut se faire à travers des sites parfaitement légitimes mais qui ont simplement eux-mêmes été piratés brièvement. Si vous avez la malchance d'aller visiter un site que vous visitez tous les jours depuis des années au moment où ce site a été piraté, vous pouvez tout perdre en un claquement de doigts avec un téléphone pourtant conçu par une marque qui avait réussi à faire rentrer dans le crâne de la plupart des gens que ces produits étaient totalement invulnérables au virus. Cependant, les iPhones sont très loin d'être les seuls à souffrir de ça. Il existe aussi, évidemment, des failles Android d'une importance comparable. Tout récemment, j'en avais parlé dans un de mes JT, l'équipe de Ledger Donjon a découvert une faille concernant les téléphones dotés d'un processeur Mediatek.
Avec cette faille, n'importe quel attaquant disposant d'un accès physique à l'appareil peut extraire toutes les données importantes du téléphone en 45 secondes, même quand le téléphone est éteint. Dans ce cas spécifique, la portée de l'attaque n'est pas tout à fait la même puisque cette vulnérabilité requiert un accès physique au téléphone. Mais ce n'est qu'un exemple. Des attaques à distance, il en existe aussi un paquet sur Android. Il y a quelques mois à peine, il y a eu par exemple cette vulnérabilité qui a été patchée par Google depuis et qui permettait l'exécution à distance de codes arbitraires sans aucun privilège d'exécution. En d'autres mots, là aussi, le pirate peut faire tout ce qu'il veut par internet sans avoir à toucher physiquement au téléphone. Donc sur Android comme sur iOS, il y a des petits soucis de sécurité. Qu'en est-il des ordinateurs ? Évidemment, ils ne sont pas différents des téléphones. Et ce, malgré le fait que, téléphone ou ordinateur, tous soient dotés de systèmes comparables aux éléments sécurisés qui font toute la force des portefeuilles crypto. Mais bien que ces systèmes fassent partie de la même famille, ils ne font pas tout à fait partie de la même catégorie. On ne les appelle pas éléments sécurisés, mais modules de plateforme sécurisés, aussi connus sous leur abréviation anglaise TPM. Leur principe est théoriquement le même. Il s'agit d'un élément permettant de conserver les clés privées et signer des messages cryptographiques. Et dans ce nom de module de plateforme sécurisé, il y a sécurisé, donc on pourrait croire que c'est forcément sécurisé. Mais pas vraiment. Ou en tout cas, pas suffisamment pour satisfaire les besoins en sécurité d'un investisseur crypto avec des sommes considérables en jeu. En effet, il faut savoir que les TPM ne sont pas toujours des puces dédiées. Même si sur beaucoup de cartes mères vous trouverez un port ou un emplacement réservé à d'éventuels TPM matériels, il restera vide sur tous les PC dans le commerce. À la place, ce qui remplit cette fonction, c'est le processeur lui-même. Chez Intel comme chez AMD, donc sur une écrasante majorité de processeurs d'ordinateurs, la fonction TPM est disponible grâce à ce qu'on appelle un FTPM, c'est-à-dire un TPM logiciel. Au lieu d'un TPM classique, constitué d'une puce comprenant un processeur indépendant et une mémoire indépendante, le TPM logiciel est en fait une simulation de TPM effectuée par le processeur en utilisant un accès sécurisé à une petite portion isolée de la mémoire qui est également utilisée par d'autres applications. Avec ce système, sur le papier, on a les mêmes fonctions que le TPM matériel sans en avoir le coup. Le TPM logiciel peut aussi stocker des clés privées et signer des messages avec. Sauf qu'en réalité, la qualité de la sécurité est en soi une fonction. Et à qualité de programmation égale, la sécurité qu'une simulation logicielle peut garantir est toujours inférieure à celle d'un matériel dédié. Notamment parce que si la mémoire utilisée est la même que pour les applications classiques, alors il est possible de la manipuler directement si on réussit à trouver une faille dans le mécanisme de segmentation entre les deux. Un virus informatique qui affecte votre ordinateur peut mener à la fuite de données conservées dans un TPM logiciel, ce qui est beaucoup plus difficile avec un TPM matériel. Alors évidemment, on ne peut pas dire non plus que c'est totalement impossible. Il y a eu dans le passé des vulnérabilités comme celle-ci, qui affectent la spécification TPM directement et concernent donc autant les TPM matériels que logiciels. Mais c'est extrêmement rare et ça peut être corrigé avec une simple mise à jour. C'est très gênant, mais pas non plus une raison pour disqualifier totalement les TPM matériels. Il faut juste garder à l'esprit que les TPM n'ont pas été fabriqués par Héphaïstos comme l'égide indestructible d'Athéna et que ce qui a été fait par l'homme peut être défait par l'homme. Ce qui d'ailleurs s'applique également aux éléments sécurisés des portefeuilles crypto, que les choses soient claires. Là où le TPM matériel d'un ordinateur souffre toutefois d'un problème structurel d'une importance capitale, c'est en ce qui concerne son intégration directe et totale à l'ordinateur. Les TPM n'ayant pas été conçus pour la crypto, ils ne sont pas faits pour permettre à l'utilisateur de voir les messages qu'il signe. Tout ce qu'il sert à faire, c'est stocker des données de manière sécurisée et signer des messages. C'est tout à fait adapté à la gestion du chiffrement d'un disque dur par exemple, mais quand il est question de signer des transactions financières, le TPM est très inférieur au portefeuille matériel indépendant en matière de sécurité, pour la simple et bonne raison qu'il ne dispose pas d'écran autonome. Ce qui veut dire que si votre ordinateur est infecté par un virus qui modifie non seulement le message envoyé au TPM pour signature, mais aussi ce qui est affiché à l'écran, alors l'utilisateur donnera son autorisation pour la signature d'un message qui ne correspond pas à ce qui est affiché. Et donc la sécurité garantie par le TPM peut être plus facilement contournée quand il est question de crypto. Le TPM remplira son rôle de signature de message sans laisser fuiter les données qu'il stocke, mais il signera le mauvais message, tout simplement. Pour éviter ce genre de problème, il faudrait un module TPM pour PC doté d'un port supplémentaire permettant de le brancher directement à un petit écran indépendant de celui du PC, mais à ma connaissance ça n'existe pas. Donc la meilleure solution, de loin, reste celle des appareils indépendants et dotés d'un écran qui permettent de vérifier que la transaction qui est signée est bien celle qu'on veut signer. Par conséquent, si on devait faire un classement de la sécurité de différents types d'appareils, ça ressemblerait à ça. Les TPM logiciels, c'est-à-dire ce qu'on trouve sur les téléphones et la plupart des ordinateurs, sont les moins bien sécurisés des trois catégories. Ils peuvent correspondre, mais seulement pour les petits montants. Ensuite, il y a les TPM matériels sans écran, ainsi que les appareils dédiés sans écran, qui souffrent du même inconvénient qui est qu'on ne peut pas vérifier autrement que sur PC que tout correspond.
Et enfin, il y a les appareils dédiés avec écran qui cumulent toutes les caractéristiques nécessaires pour garantir au mieux votre sécurité, y compris si vous avez des grosses sommes. Par contre, je précise, ce classement concerne les types d'appareils de manière générale et non pas les marques ou leurs produits spécifiques. Si un fabricant de portefeuille crypto avec écran a mal programmé ou mal conçu ses produits, il pourrait tout à fait être plein de vulnérabilités malgré un principe de conception théoriquement plus sécurisé. Le mieux reste donc de s'orienter vers les appareils dédiés avec écran. Mais évidemment, au sein de cette catégorie, il y a des différences entre les produits. Certains sont dotés d'éléments sécurisés plus modernes que d'autres, et les architectures logicielles et matérielles sont différentes d'une marque à l'autre. Ce qui se remarque tout particulièrement sur les produits Ledger qui sont les seuls à être dotés d'un écran sécurisé. En effet, dans les autres portefeuilles dotés d'un écran, le microcontrôleur qui transmet à l'écran les informations sur l'image qu'il doit afficher n'a rien de spécial. Alors que sur les produits Ledger, c'est l'élément sécurisé qui remplit directement cette fonction. Ils sont donc beaucoup plus résistants à toute tentative de manipulation qui ciblerait leurs écrans, même s'il faut le dire, en principe ce n'est pas la menace la plus fréquente à laquelle les utilisateurs crypto doivent faire face. Quoi qu'il en soit, c'est un exemple parmi tant d'autres qui prouve qu'ils ont poussé la sécurité au maximum et qu'ils méritent votre attention si vous avez besoin d'acheter un portefeuille. Chez eux, vous avez un produit pour chaque gamme de prix et la sécurité n'est pas réservée aux modèles les plus chers. Tous disposent d'éléments sécurisés qui ont fait leurs preuves. Finalement, les différences majeures entre leurs produits sont toutes liées au confort d'utilisation, comme la taille de l'écran, le Bluetooth qui est malheureusement absent sur Nano S Plus, et la présence ou pas de Recovery Key qui est un outil très pratique pour sauvegarder sa phrase de récupération en toute tranquillité. D'ailleurs, et c'est très important pour tous les débutants, peu importe le modèle acheté, les appareils Ledger ont tous pour point commun d'aller de pair avec l'application Ledger Wallet qui est disponible sur PC comme sur mobile. Cette application permet de presque tout faire sans prendre de risques en allant vous-même sur internet. Directement dans l'application, vous pouvez acheter et vendre de la crypto avec des euros. Vous pouvez échanger des actifs en bénéficiant des services fournis par plusieurs agrégateurs de plateformes comme OneInch, et ce à travers plusieurs chaînes grâce au système Near Intense, ce qui fait que vous avez toujours accès au meilleur prix. Vous pouvez placer vos actifs en staking, y compris du Bitcoin natif. Et si malgré tout vous préférez, comme moi, sortir de ce petit écosystème protégé pour aller utiliser des applications DeFi plus exotiques, ça reste possible avec plusieurs solutions. Non seulement Ledger vous permet de passer par le protocole Wallet Connect qui est quasiment universel aujourd'hui et qui permettra de connecter l'application à n'importe quelle plateforme, mais en plus ils sont en train de déployer leur propre alternative plus sécurisée et plus pratique appelée Ledger Button qui est déjà présente par exemple sur OneInch, à condition toutefois d'utiliser un navigateur basé sur Chromium. Pour l'instant, ça n'est pas dispo sur Firefox. Cela dit, je ne vais pas vous refaire la démonstration de tout ça puisque j'avais déjà présenté ces fonctionnalités sur mes vidéos traitant sur leur dernier modèle dont vous trouverez les liens en description si vous voulez regarder tout ça plus en détail. En tout cas, l'essentiel, c'est qu'avec un Ledger, peu importe que vous utilisiez vos cryptos sur téléphone ou sur PC, vous pourrez en profiter en toute sécurité en conservant en même temps votre liberté de choix. C'est peut-être évident pour certains d'entre vous, mais je tiens à le préciser parce qu'à notre époque, il y a beaucoup trop de gens qui sont habitués aux écosystèmes fermés et qui ont accepté l'idée de ne pas être maîtres de leurs propres appareils. Heureusement, dans le monde de la crypto, ce genre de pratique anti-consommateur est très peu répandu. De ce fait, sur Ledger, il y a l'option de passer par l'application pour tout faire, ce qui constitue une couche de sécurité supplémentaire, mais il y a aussi l'option de n'utiliser Ledger Wallet que pour servir d'intermédiaire à votre appareil. Vous pouvez choisir de vous abonner à Ledger Recover, leur service de sauvegarde de phrases de récupération, ou vous pouvez choisir, comme moi, la solution Cypherpunk et effectuer vous-même cette sauvegarde, etc., etc. Donc, si vous avez besoin de sécurité, parce que je le rappelle, tout dépend de vos besoins en matière de gestion des risques, si vous avez besoin de sécurité, les appareils Ledger sont parmi les plus intéressants sur le marché. Peu importe vos préférences, vous pourrez en être satisfait. Alors si vous souhaitez en acheter un, je vous laisse cliquer sur notre lien d'affiliation en description. Et dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se reverra très prochainement sur YouTube. À bientôt!